d'entre vous peut-être, j'ai suivi un parcours de formation très classique. J'ai fait une école de commerce, option finance, et puis le hasard a fait que je suis rentrée dans le secteur de la finance, plutôt en back-office. Et puis j'ai exercé différentes responsabilités au sein de ce secteur financier. Et de temps en temps, certaines questions remontaient à la surface. Je me demandais un petit peu à quoi je servais, quelle était finalement l'utilité de ce à quoi je contribuais. Et puis je dois vous avouer que j'étais bien contente de les sentir disparaître et s'évaporer, c'était quand même beaucoup plus confortable. Jusqu'au jour où finalement j'ai eu l'opportunité, et c'était en tout cas une obligation, ça l'est devenu, dans le monde financier, que de suivre une formation de sensibilisation au blanchiment d'argent. Et à cette occasion, alors c'était une formation qui n'avait l'air de rien, c'était une demi-journée, mais en tout cas j'ai pris conscience à ce moment-là que 10 à 15% des flux financiers qui transitent dans les systèmes informatiques mondiaux proviennent du blanchiment d'argent. Alors quand on dit blanchiment d'argent, évidemment on pense évasion fiscale, et ça représente effectivement une grosse part de l'argent blanchi, mais c'est aussi le trafic de drogue, c'est aussi la prostitution, c'est aussi le trafic d'organes, l'exploitation des enfants. Et quand j'ai pris cette mesure-là et que j'ai fait le calcul de voir finalement à combien ça correspondait pour mon périmètre de responsabilité à l'époque, eh bien ça représentait une centaine de millions par jour. Ça n'a pas été le moment le plus confortable de ma vie, ça c'est clair. En parallèle de ça, j'ai été chargée de mener à bien une fusion des activités sur les OPCVM, donc ça c'est un terme un petit peu banquier, donc les SICAV et les FCP. Et même si j'étais plutôt bon manager, eh bien je me sentais pas vraiment complètement outillée et sereine à l'idée de tous les enjeux que j'allais avoir à gérer pour que ça se passe dans les meilleures conditions pour mes équipes. Donc voilà, j'étais dans cette situation avec à la fois des interrogations éthiques d'un côté, à la fois un vrai besoin de repères managériaux qui soient solides. Et à ce moment-là, du coup, j'ai pris conscience que finalement, le fait de m'améliorer en tant que manager, de devenir meilleur manager, ça revenait finalement à mettre un peu plus d'huile dans les rouages. Et ça a été un moment difficile à vivre. Alors c'est vrai que j'aurais pu me dire, oui mais c'est pas de ma faute, on va quand même pas exagérer, on va pas porter toute la misère du monde sur ses épaules, j'aurais pu. Sauf que comme j'avais été touchée, vous voyez au niveau du ressenti par rapport à ce que pouvaient représenter ces millions, ces centaines de millions par jour en termes de souffrance humaine, j'ai pas pu faire comme si j'avais rien vu. Et donc j'ai décidé de mettre en route une démarche vraiment de mise en cohérence et c'est ainsi que j'ai fait le master pour le développement du leadership éthique. Alors le master pour le développement du leadership éthique, ça avait l'air génial, on parlait de leadership, j'en avais besoin, on parlait d'éthique, je me posais des questions. Et tout au long de cette formation de 3 ans, alors évidemment j'ai trouvé des réponses à ces questions, évidemment j'ai clarifié des choses, évidemment j'ai reçu tous les outils dont j'avais besoin pour faire en sorte que cette fusion se passe dans les meilleures conditions possibles. Mais j'ai aussi clarifié, sur la base du développement de mon savoir-être et de mon discernement, un petit peu comment ça se passait dans le monde de la finance, un petit peu ce qui se passait vraiment. Alors je vais prendre juste un exemple, et on ne va pas rentrer beaucoup dans les chiffres, mais quelques-uns qui sont significatifs. Si on regarde la crise des subprimes, dont on a beaucoup parlé, la crise des subprimes, elle a été créée par un certain nombre d'éléments, dont un, évidemment, était la recherche de profit court terme et le fait d'adresser de nouvelles cibles, c'est-à-dire toute la classe moyenne américaine qui jusque-là n'avait pas les moyens d'accéder à la propriété. Et pour leur permettre d'accéder à la propriété, les banquiers ont inventé les emprunts à taux variables. Alors ces emprunts étaient reposés sur 2 croyances magiques. La première qui était que les taux d'intérêt resteraient bas indéfiniment. La seconde, que le marché de l'immobilier allait continuer à croître, lui aussi de manière indéfinie. Et sur la base de ces 2 croyances magiques, eh bien, ces crédits ont été distribués très largement.
Alors, comme il y avait quand même une part de risque associée à ces crédits, eh bien, les banquiers ont utilisé les fameux dérivés de crédit de manière à répartir un petit peu, à tronçonner ces risques et faire en sorte qu'ils puissent être assumés par le plus large panel d'établissements possible. Et donc, c'est comme ça que ça s'est répandu un peu partout sur la planète. Alors, je vous avais dit qu'on allait parler de quelques chiffres, les voici. Si on regarde les actifs toxiques en lien avec les subprimes, on parle de 800 milliards de dollars. Si on regarde maintenant les emprunts que les États ont dû émettre, la dette qu'ils ont émise pour sauver les banques et le système financier, on parle de 2800 milliards de dollars. Et si on regarde également maintenant tout ce qui a été évaporé en termes de capitalisation boursière, on arrive à un consensus de 30 000 milliards de dollars et certains économistes parlent même de 50 000 milliards de dollars. Ce qui veut dire que économiquement, et là je ne vous ai même pas parlé de l'impact et des coûts humains. En coûts humains, c'est 3,5 millions de familles qui se sont retrouvées sans toit aux États-Unis, c'est 600 000 emplois détruits. Mais rien qu'économiquement, quand on regarde les chiffres, on voit à quel point c'est une aberration. Alors qu'en parallèle de ça, si on devait répondre aux besoins fondamentaux de survie des êtres humains sur cette planète, on aurait besoin de quoi? On aurait besoin de 3 milliards de dollars pour traiter tous les cas de malnutrition sévère aiguë. On aurait besoin de 30 milliards de dollars par an pour éradiquer la faim. Et on aurait besoin de 200 milliards de dollars d'investissement pour permettre un accès à l'eau potable. Alors devant ce constat, et parce que c'est un principe en leadership éthique que de commencer là où l'on est, eh bien j'ai essayé de faire prendre conscience aux dirigeants de l'entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque des enjeux réels, vous voyez, de la situation et de ce constat, de manière à ce qu'ils puissent les intégrer dans leur vision et dans leur stratégie d'entreprise. J'ai donc rejoint un groupe de travail interne qui s'appelait Éthique et Finance, voilà, c'est explicite. Et je me suis très rapidement rendu compte que finalement, il s'agissait là d'un alibi, et en tout cas d'une manière de se donner bonne conscience, mais qu'en aucun cas, à l'époque en tout cas, la direction n'envisageait de changer quoi que ce soit. Donc, pour moi, il n'était pas question d'être... comment dire, il n'était pas question d'être complice de ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai changé de vie et que j'ai rejoint une équipe formidable pour justement devenir consultante et formatrice en leadership éthique. Alors, ce que je constate tous les jours aujourd'hui, puisque ma mission, en tout cas, c'est de partager ces valeurs éthiques, mais aussi tous les outils et les repères managériaux que j'ai pu expérimenter. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un immense gâchis du potentiel humain dans les entreprises. Parce que les managers et les dirigeants ne savent pas comment stimuler le potentiel de leurs collaborateurs, ne savent pas comment les aider à le déployer. Et du coup, quand on regarde les chiffres, on voit que le Bureau international du travail, le BIT, estime à environ 3 à 4% du PIB des pays industrialisés les pertes en qualité, en absentéisme et en turnover liées au stress. 3 à 4% du PIB. À l'échelle de la France, ça représente 100 milliards de dollars. C'est à peu près le montant du déficit budgétaire tel qu'il est prévu pour 2013. Et à votre avis, puisque là on parle du haut de l'iceberg d'une certaine manière, c'est-à-dire des choses qui sont d'ores et déjà comptabilisées ou qui commencent à l'être, à votre avis, quel est le coût du manque de confiance en soi? Quel est le coût de la démotivation? Le coût de la résignation? Quel est le coût des conflits, que ce soit des conflits larvés ou des conflits ouverts? Le coût du manque d'initiative? Quel est le coût de l'absence de proposition, de créativité, d'innovation? C'est colossal, à l'heure où les entreprises auraient plus que jamais besoin d'être encore plus productives qu'elles ne pouvaient l'être par le passé. Je vais vous donner juste un petit exemple. C'est un participant qui devait travailler pour faire avancer un projet avec un de ses collègues. Alors le collègue est ce qu'on appelle un fort caractère. Et du coup, chaque fois qu'ils se rencontraient, ils arrivaient à se dire des mots d'oiseau et ils en arrivaient au clash. Ce qui veut dire que quand je l'ai rencontré, ça faisait plusieurs mois que le projet n'avançait pas.
Nous avons travaillé, il a résolu son conflit avec cette personne et nous avons ensuite fait le compte de savoir un petit peu ce que ça représentait en temps. Alors, 2 heures de réunion contre-productive par semaine pour chacun. Plus, évidemment, une demi-heure avant à se poser la question de savoir mais comment est-ce que je vais présenter les choses, comment est-ce que je vais lui dire, comment est-ce que je vais pouvoir le faire bouger. Plus une bonne demi-heure, 3/4 d'heure après pour se calmer, parce que quand on est monté en tension comme ça, il faut du temps pour se calmer. Et puis on peut avoir la tentation d'aller se plaindre aux collègues, aux collaborateurs, râler, ruminer, et puis surtout trouver des solutions pour faire en sorte que le sujet puisse quand même avancer. Nous sommes arrivés à, au bas mot, entre 4 et 5 heures par semaine et par personne. Et ça va bien au-delà, parce que le fait d'être tendu, d'avoir une relation conflictuelle avec une personne dans l'entreprise, crée un climat de tension tel à l'intérieur de moi que j'ai plus accès à mes idées, j'ai plus accès à ma créativité. Donc, vraiment, conjuguer humanisme et profit, qui est le thème d'aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout pour les entreprises, et en particulier pour les banques, de réaliser et de prendre la mesure de à quel point la seule vraie richesse, ce sont les hommes et les femmes qui composent ces entreprises. Et finalement, conjuguer, remettre l'humain au centre de l'économie, c'est la seule démarche logique, cohérente et rationnelle qui s'offre à nous aujourd'hui. Et je voudrais conclure en vous disant que je sais qu'en chacun de vous, en chacun de nous sommeille un leader éthique. Et que c'est une telle joie et une aventure tellement extraordinaire que de pouvoir être et agir en connexion pleine et entière avec ces valeurs, que c'est quelque chose que je vous souhaite à tous de vivre au quotidien. Merci.